Bienvenue, imprudent mortel. Voici une semaine, j'évoquais avec vous l'histoire du jeune homme qui se serait supprimé en s'enfonçant 2 crayons dans le nez. Personne n'y a cru, je dois dire, tant dans les commentaires que dans les votes Instagram. Vous avez raison, cette histoire est fausse. Je ne l'ai connue que d'une seule façon, en regardant l'émission Légendes urbaines. Elle me semble peu connue parce qu'elle n'a pas été évoquée ailleurs. Et la raison pour laquelle elle est fausse est très simple. Si vous en aviez peur, assurez-vous, c'est impossible de mourir de cette manière en réalité. C'est une rumeur qui circule beaucoup, paraît-il, dans les lycées américains. Du style, mais si, je connais moi un type qui s'est supprimé de cette manière, et c'est là que vous insérez l'histoire. Quand quelqu'un s'amuse à faire ça, notamment les clowns de la classe, on en a tous eu un comme ça, vous aussi sans doute, qui amusait la galerie en ayant justement 2 crayons dans le nez en classe. Sauf que c'est, paraît-il, pas possible, en tout cas si j'ai bien compris, mais pour autant je vous encourage pas à essayer ça chez vous. D'abord parce que les crayons casseraient avant votre cloison nasale, il paraît qu'ils ne sont pas si solides que ça, et d'autre part parce qu'on peut survivre d'une atteinte au cerveau. Il y a des personnes dont le cerveau était traversé par une lame ou même par une balle et qui sont encore là pour en parler. En tout cas, j'ai compris que c'est ces 2 raisons-là que ce n'est en fait pas létal. Ensuite, il s'agirait de bien viser. Je ne sais pas si ce garçon aurait pu très bien viser dans ces conditions. Et puis, c'est aussi parce que quand quelqu'un fait le clown en classe et a 2 crayons dans le nez ainsi, c'est une histoire, paraît-il, que racontaient les professeurs pour lui dire d'arrêter. Pas forcément cette histoire-là d'ailleurs. C'était quand même plus plausible qu'une personne cherche volontairement à se supprimer de cette manière. Mais on disait, c'est ça, si tu continues comme ça, que tu te lèves, que tu cours et que tu tombes, tu vas te tuer avec tes 2 crayons dans le nez. Ah, ça incitait peut-être les galopins qui faisaient ça à s'arrêter, mais ça non plus, ça n'est jamais arrivé. Avouez que c'est encore moins vraisemblable que de le faire exprès. Voilà, pour autant, encore une fois, je ne vous encourage pas du tout à essayer. Ce n'est pas hygiénique pour commencer. On m'a rappelé de manière très indiquée que dans un épisode des Simpsons, Homer s'enfonce lui aussi un crayon dans le nez, sauf que lui, d'une part, c'est un modèle beaucoup plus tendre, du type pastel, qui ne peut pas lui faire beaucoup de mal, et chez lui, ça fait juste chuter son QI. Mais seulement, ça n'a jamais eu cet effet-là non plus, encore une fois. Et pour la suite, vous vous rappelez sans doute que l'année dernière, à une date également proche de la date anniversaire, je vous ai raconté une histoire à propos du 11 septembre. En l'occurrence, comment une femme avait pu dissimuler le fait qu'elle avait mis fin au jour de son mari à cause de la catastrophe. Tout le monde croyant qu'il faisait partie des victimes. Cette histoire-là était fausse. Mais en voici une autre, qui tourne également autour de cette date, et à propos d'un mensonge. Mais vraiment un mensonge. Ce sera à vous de me le dire. Alors voilà. À partir de 2003, il y avait, sur le net américain, un forum d'entraide et de soutien pour toutes les personnes ayant survécu au 11 septembre 2001. Il était tenu par une dame du nom de Tania, elle-même survivante. Elle expliquait qu'elle travaillait pour une banque ayant des bureaux dans la tour sud, la deuxième à avoir été touchée, et qui était au-dessus du point d'impact. Son fiancé, lui, travaillait dans la deuxième tour, celle du nord. En voyant les avions, un premier avion s'écraser ce matin-là, la malheureuse s'était dit que son fiancé y était peut-être resté. Elle n'a donc pas réagi et pas évacué le bâtiment
quand le second avion avait frappé sa tour. Elle était parvenue à s'enfuir, mais non sans difficulté. Elle avait eu d'importantes blessures au bras droit et avait croisé un homme qui n'avait pu s'enfuir, mais qui lui avait confié son alliance en la suppliant de le remettre à sa femme. Enfin, elle avait été sauvée par un jeune pompier volontaire qui se rendra tristement célèbre en y laissant sa peau ce jour-là. Et pas avant d'avoir sauvé cette jeune femme, du nom de Tania, qui faisait partie donc des 19 seulement survivants, des personnes qui se trouvaient au-dessus du point d'impact de la tour sud. Peu avaient réussi à descendre alors que les flammes avaient déjà commencé à envahir ces tours. Tania, traumatisée, gardera une blessure importante à son bras droit, mais en plus apprendra le décès de son fiancé. Pour se reconstruire, elle ouvrira son fameux forum en 2003. Il fusionnera avec un autre forum créé par un autre survivant, et des rencontres en vis-à-vis auront bientôt lieu. Les autres survivants, ceux qui s'étaient connus grâce à Tania, gardent le souvenir d'une personne qui en faisait beaucoup pour eux, les écoutait beaucoup, ne comptait pas ses heures, etc. Elle devint d'ailleurs la présidente de ce groupe de support des survivants du 11 septembre. Elle fut souvent interviewée, donnait des conférences, racontait comment, une fois, son fiancé l'avait accueilli chez eux, déguisé en vaïné, parce qu'il venait d'acheter 2 billets d'avion pour un voyage surprise à Hawaï. Tu sais, mignon. Elle évoquait, quand on l'interrogeait à ce sujet, la tragédie, avec beaucoup de détails très vivants. Et elle était perçue comme une vraie représentante des 20 000 survivants. En 2005, elle fut choisie pour faire servir de guide au nouveau centre de visite d'hommage au World Trade Center. Elle y avait été photographiée en compagnie du maire de New York, Michael Bloomberg, l'ancien maire Rudy Giuliani et l'ancien gouverneur de New York, George Pataki. Mais à ce moment-là, des gens se souviennent d'avoir vu Tania être souvent très nerveuse ou incapable de parler, notamment alors qu'elle aurait dû faire un discours d'hommage aux parents de Walt Crowther, le fameux jeune pompier volontaire qui l'aurait sauvé. Tout ceci fut mis sur le compte de l'émotion, dans un premier temps. Mais un journaliste du New York Times commençait à avoir des doutes. À commencer par ceci. Elle avait donné le nom de son fiancé, mais elle l'appelait aussi parfois son mari. Donc il fallait savoir, était-il son fiancé ou son mari, mais c'était pas tout. Je lui ai dit, elle a donné son nom. Et ce journaliste se renseigna sur cet homme. Il trouva beaucoup de détails sous fin. Tania. Personne, ni les écrits que cet homme avait laissés derrière lui, ni ses amis, ni sa famille, ne se souvenaient qu'il avait une fiancée ou même fréquenté une femme du nom de Tania. Ça devenait bizarre. Ce journaliste essayait d'interviewer Tania, mais elle refusait de le rencontrer, de plus en plus curieux. Finalement, en 2007, Tania craqua et avoua. Non, elle n'était même pas une survivante du 11 septembre. Pire, son nom n'était pas Tania mais Alicia. Ce jour-là, elle n'était pas à New York, mais à Barcelone, où elle était étudiante. La première fois qu'elle était venue aux États-Unis, c'était en 2003. Ses blessures au bras, quant à elle, étaient dues à un accident de voiture. Et non, elle ne connaissait pas l'homme qu'elle disait être son fiancé. Là,
Vous vous demandez qu'est-ce qui lui a pris. Est-ce qu'elle cherchait un avantage pécunier? Il semble que non. Elle n'y a jamais rien gagné de tel, et bien au contraire, parfois c'était elle qui avait donné de l'argent pour soutenir certaines personnes parmi les autres victimes. Il n'y a pas d'explication vraiment, autre que le fait qu'elle était mythomane et souffrait du syndrome de Munchausen, si vous le connaissez, qui consiste à simuler soit une maladie, soit une blessure, soit être une survivante ou une survivante de quelque chose, comme ici, pour attirer la sympathie et la compassion. Les autres survivants étaient extrêmement surpris pour deux raisons. La première est qu'elle semblait complètement sincère et qu'elle racontait très bien son histoire. Tania aurait été, ou plutôt Alicia, aurait toujours été une grande passionnée des États-Unis qu'elle admirait beaucoup. Et déjà, quand elle allait à l'école, elle mentait en prétendant avoir un petit ami américain. D'autre part, comme je l'ai dit, ce n'était pas une escroquerie, c'est pour ça qu'elle n'a pas été poursuivie. Elle n'y a jamais rien gagné sur le plan financier. Rien d'autre finalement que de la compassion. Mais son histoire est-elle seulement vraie? Vous pouvez me l'indiquer dans les commentaires, pas besoin de discours, dites juste vrai ou faux. Vous pouvez également voter sur Instagram. Si vous me soutenir, voyez le lien en description du Patreon, du Tipeee et du Ko-fi. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit en état de la lumière. Au revoir, imprudent mortel.